Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce petit tournage l'émission Aliency Connect After Work. Bienvenue à la rédaction d'Aliency pour ceux qui c'est la première fois qu'ils viennent. On a effectivement notre communauté Aliency Connect qui se réunit régulièrement tout au long de l'année. C'est la partie, on va dire, engagée de notre audience qui aime participer aux échanges et aux débats, aller plus loin que les articles qu'on peut écrire dans le média. Et on en profite aussi, au-delà des dîners-débats que l'on organise, qui ne sont pas faits ici, puisqu'on est un peu petit pour accueillir 40 ou 50 personnes. On en profite aussi pour faire quelques after-work dans l'année, dont notamment quand on a l'occasion de tourner une émission, voilà, d'inviter un peu plus largement pour venir assister à l'échange et derrière pouvoir participer, poser des questions, échanger avec nos intervenants. Donc on a la chance ce soir d'en avoir trois d'entre eux. Alors vous remarquerez l'absence de présence féminine, et Maud Clavier qui devait être avec nous ce soir a eu un empêchement, donc nous ferons ça avec trois intervenants et merci à eux d'être présents pour cette émission. On a un thème qu'on a souhaité explorer un peu plus profondément, sur lequel on a écrit un petit dossier en début d'année, qui est de se projeter sur l'avenir du numérique par rapport à l'image, la représentation de confiance ou de défiance qu'on peut s'en faire. Donc, vous le savez, on est dans un monde évidemment de plus en plus numérique, qu'on le veuille ou non, et quoi qu'on en pense. Et ce qu'on a pu constater, de toute façon, c'est que, effectivement, passé la période initiale, on va dire, des années 2000-2010, où il y a eu un certain engouement pour l'esprit start-up et la vision Silicon Valley, on va le dire comme ça, où finalement le futur, presque à l'extrême, ne pouvait se penser de toute façon, quel que soit le sujet, sans numérique. On a une sorte de retour de balancier ces derniers mois, ces dernières années, avec, quand on évoque la question d'un futur numérique, on a plutôt tendance à rentrer dans les discours, dans les débats, les discussions, par les problèmes, plutôt que par les gains, les avantages. Il y a une sorte de défiance, alors sur de nombreux sujets, et parfois à très juste titre, que ce soit sur des sujets écologiques, sociaux, ou même d'usage on va dire, de confiance technologique. Chez Aliency, on a cet intérêt pour ces thèmes, on va dire, d'un numérique qui a du sens, qui est porteur de sens pour la vision que se font tous les acteurs, que ce soit les entreprises ou les citoyens, de leur avenir. Et ce triptyque entre la responsabilité environnementale, la responsabilité sociale, les usages de confiance, c'est quelque chose qu'on explore tout au long de l'année. Et on a notamment notre trophée chaque année, en fin d'année, qui récompense des initiatives qui méritent pour nous de passer à l'échelle, ou des acteurs qui ont mené des transformations ambitieuses dans leur cadre, notamment des grandes organisations. Le but ce soir, c'est de pouvoir discuter un peu de cette prospective. On pourra revenir sur ce que vous faites de ce terme, messieurs, par rapport à nos enjeux, mais en tout cas de voir si on se projette vers l'avenir, justement, quels sont les facteurs qui génèrent de la confiance, ceux qui génèrent de la défiance. Et il y a plusieurs thèmes qu'on pourra passer en revue sur le sujet. Et comme je le disais, n'hésitez pas, voilà, si on aura l'occasion ensuite d'en discuter à la fin de cette émission autour d'un verre tous ensemble, et vous aurez l'occasion de poser vos questions à nos intervenants, que je remercie donc une nouvelle fois. Je vais les présenter rapidement et je les laisserai compléter ensuite quand on rentrera dans la discussion, mais donc on a à ma gauche directement Adrien Tardif, donc, qui est ingénieur data dans une entreprise française, je pense, chez Decathlon, et également auteur
et c'est pour ça aussi que vous êtes là ce soir par rapport à la façon dont vous êtes projeté sur un roman d'anticipation et ce que ça implique dans les réflexions. On aura l'occasion d'y revenir. Gaël Keinec, vous êtes directeur de la prospective au sein du groupe Michelin, et Fabien Kranzic, vous êtes directeur de l'intelligence économique et de la prospective stratégique au sein du groupe La Poste. Alors, messieurs, effectivement, on a essayé d'avoir des représentants à la fois du monde de l'entreprise et on a invité Adrien également pour avoir sa vision plutôt sur le travail qu'il avait fait d'auteur, on va dire ça comme ça, sur un travail qui est un travail d'imagination. Et je vais peut-être commencer par là pour lancer ce sujet on se dit, ok, le numérique, alors je crois que sur notre petite invitation, on avait mis en 2030, mais en fait la date est un peu arbitraire et n'a pas tant d'importance que ça. Mais quel futur désirable on peut imaginer avec, et surtout, est-ce qu'il y a des pièges de confiance à éviter? Adrien, votre parcours, c'est celui effectivement d'un ingénieur sur des sujets SI, d'architecture SI, de data, autour de la gouvernance de la data. Je vous laisserai l'occasion peut-être de préciser cela. Mais vous avez également écrit donc ce livre, ce roman d'anticipation qui a été publié en 2022, fin 2022 je crois, qui s'appelle Pensamaro, et sur lequel finalement vous vous projetez dans un avenir qui lui est complètement low-tech. Où il y a un effet qui n'est pas celui a priori de votre quotidien. Donc peut-être pour ouvrir déjà un peu le débat et revenir sur pourquoi avoir choisi finalement, quitte à écrire un roman d'anticipation par rapport à vos expériences personnelles, pourquoi partir sur finalement une anticipation qui se tourne vers le low-tech. C'est le problème des câbles qu'on a, mais ça assure que la qualité du son est bonne et qu'il n'y a pas de réverbération trop particulière. Merci. Merci de me recevoir déjà, et bonsoir à toutes et tous. Alors oui, effectivement, c'est du coup la question du low-tech. Alors, juste pour vous situer un petit peu le contexte, je pense que là, vous allez avoir à côté deux prospectivistes, donc plutôt une approche rationnelle de l'expérience du futur. Et moi, ce que j'ai exploré, c'était plutôt une expérience, enfin une traversée affective. Donc c'était plutôt une projet. Donc je sais pas. Voilà. Aucun problème. Tu l'as dit que c'était une expérience imaginative. Et ce qui est intéressant avec l'imagination, ces deux approches, je pense, sont très complémentaires. C'est que l'imagination, elle vient cristalliser plein d'expériences très personnelles. Mais bon, comme on vit tous dans un monde avec des similitudes, on peut se projeter dans l'imaginaire de l'autre et ça peut faire résonner des choses en soi. Et alors la raison parce que j'avais pas l'intention d'écrire un roman low-tech, c'était pas le but, mais en fait c'était plutôt de dire à cette époque où je l'écris, donc j'ai publié le livre en fin 2022, donc j'ai commencé à écrire en 2019. J'avais une période où j'ai fait beaucoup d'éco-anxiété. Je me questionnais, j'avais lu des livres, des rapports où je commençais à découvrir un peu toutes les courbes écologiques qui peuvent faire peur quand on ne comprend pas forcément toute la systémie qui va avec. Et en fait, ça a été pour moi une façon de traverser cette peur, d'écrire et de me dire et si 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 j'explorais cette hypothèse d'un monde où on n'aurait plus accès à autant d'énergie fossile et donc mécaniquement donc plus accès à toute la technologie qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas pour le plus grand nombre, je me suis dit est-ce que je peux quand même imaginer une société civile dans laquelle moi j'aimerais vivre, dans laquelle je me sentirais en sécurité émotionnellement, épanoui, etc. Et en fait, le livre a été très drivé aussi par cette volonté de m'inspirer de modes de management innovants qui seraient appliqués à la gouvernance politique de la cité, quoi. Et donc, en fait, j'ai écrit un roman d'anticipation un peu à la manière de Thomas More qui
imaginait une île imaginaire sur laquelle le système était complètement différent. J'ai fait ce choix-là et puis j'ai exploré ce côté. Si on n'a plus autant d'énergie fossile, quelle technologie on peut conserver pour avoir un minimum de confort sans avoir forcément accès à, voilà. Donc l'idée, c'était pas de dire c'est un mode d'emploi et c'est là qu'il faut aller. C'est pas mon souhait. Hein. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui que j'ai auxquelles ce serait difficile de renoncer. Mais en tout cas, ça vient poser des questions et de se dire, ok, dans ce cas de catastrophe, est-ce que je suis, déjà en fait, au début je me disais mais en vrai, est-ce que je suis capable d'imaginer une société différente et je pense que c'est un exercice qui est très sain pour tout le monde à faire en fait, quel que soit le vecteur, que ce soit artistique ou théorie ou etc. Mais de pouvoir se projeter comme ça dans un imaginaire différent et sortir un peu de ces croyances qui nous enferment dans des émotions. Moi, personnellement, c'était la peur, mais il y a des gens, ça peut être la colère, ça peut être tout un tas de choses. Et donc j'ai fait ce choix d'explorer le low-tech parce que c'était plus facile aussi de se dire repartir d'une feuille blanche, d'imaginer une société cohérente, parce que je voulais faire quelque chose de cohérent et j'avais pas envie d'adresser forcément tous les enjeux géopolitiques du monde. Donc voilà, il y avait ce côté low-tech qui s'est un peu imposé. Alors j'avais aussi visité des écolieux que j'ai trouvé inspirants. Et moi, un des messages, c'était de se dire quels sont les usages de la technologie qu'on a envie de prioriser si on est contraint. Si on n'est pas contraint, on n'est pas obligé de se contraindre. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'était ça, un peu ça la philosophie. Qu'est-ce qu'on garde en priorité sous la contrainte. Gaël, c'est à quel point c'est différent de l'exercice de directeur de la prospective chez Michelin par rapport à là où vous êtes attendu sur vos missions et sur l'effet, on va dire, qu'un directeur prospective sur l'entreprise dans ses questionnements autour finalement du futur numérique, de la confiance qu'on peut en avoir. Qu'est-ce qui s'est imposé à vous ces dernières années comme thème structurant ? Oui, alors il y a deux questions. Donc, est-ce que la prospective se nourrit d'exercices d'imagination ? La réponse est oui. Hein. C'est des techniques qui sont très utilisées en prospective parce que le délivrable d'une prospective, c'est toujours plusieurs scénarios. Et donc, les scénarios les plus décalés nécessitent ce type de techniques, des techniques d'imagination, narrative, de fiction, etc. Et normalement, en prospective, le mot probable est interdit. Hein. Donc on fait du plausible, mais on se garde bien de probabiliser, parce que sinon on a tendance humainement à probabiliser l'extrapolatoire, c'est-à-dire le tendanciel. Or, le tendanciel ne se produit en fait jamais. C'est-à-dire que le scénario que tout le monde prend, c'est il ne se passe rien, et en fait, il se passe toujours quelque chose. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer. Et donc, en ce qui concerne alors, je module ma réponse en fonction de l'horizon, parce que 2030, mais vous avez dit que c'était peut-être... c'est un peu artificiel. Voilà, purement indicatif. Voilà, parce que 2030, sauf faire de ma part, c'est dans 60-70 mois, ça va vite arriver. Hein. 2030, beaucoup de choses de 2030 sont déjà jouées. Et si vous faites le chemin inverse, ça nous amène à 2019. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu le Covid, mais enfin, le monde n'a quand même pas totalement changé depuis 2019. Si on parle de 2040, 2050, probablement il va se passer plus de choses. Donc, on va dire dans un futur suffisamment lointain pour qu'il se passe des gros trucs. Et en fait, nous considérons que la permanence du digital est quand même probablement une des rares certitudes, on déteste ce mot, mais une des rares constantes en tout cas dans les différents scénarios. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à un retour, surtout dans ces horizons-là, à une société sans digital. Pour tout un tas de raisons, on pourra éventuellement les développer si on a le temps. Mais donc on est plutôt sur
le rôle du digital que sur moins de digital. Et le rôle du digital, donc il génère effectivement un certain nombre de questions, mais globalement, nous, on considère quand même plutôt le digital du côté de la solution. On considère que le problème principal, ce n'est pas le digital. Le problème principal, c'est l'invention du développement durable. Le problème principal, c'est qu'on a commencé le siècle, et on a déjà fait 24% du siècle, avec un modèle de développement qui surconsomme la planète. Et s'il le surconsomme, c'est quand même beaucoup plus par manque d'intelligence et de communication et d'information que par excès d'intelligence et de communication. Donc ce qu'apporte le digital, auquel on associe l'IA assez vite, même si c'est bien évidemment deux choses différentes, mais le digital qui en tout cas donne accès notamment à l'intelligence artificielle, on le range quand même plutôt du côté des solutions, ce qui ne veut pas dire être naïf, puisque toute technologie peut être utilisée avec malveillance pour être transformée en arme. Hein. Toute technologie est devenue une arme, et donc c'est le cas du digital, qui est aujourd'hui, dans le cas du cyber, et je suppose que Fabien connaît ça très, très bien en tant qu'intelligence économique, est une vraie menace et une vraie dérive. Mais parce que toute technologie, potentiellement, peut devenir une arme, et que comme on a une conflictualité qui augmente, eh bien la conflictualité, une conflictualité qui augmente en 2024-2030, bah, c'est forcément une conflictualité digitale, forcément. Mais le point de départ est plus la conflictualité que l'arme finalement. Donc on le range quand même plutôt du côté de la solution, et l'interrogation qu'ont les gens, c'est jusqu'à quel point en fait, jusqu'à quel point là, il y aura plus de choses dans la balance positive que dans la balance négative, puisqu'il y a évidemment du négatif. Est-ce que la question de la confiance des utilisateurs, de la société, se pose sous ces termes-là dans vos travaux ? Oui, mais on la comprend comme le corollaire de la maturité en fait. C'est-à-dire qu'on passe d'un stade d'euphorie, et c'est peut-être ça que vous aviez senti, vous qui êtes dans ce monde-là, à finalement une approche plus modérée qui n'ignore pas les inconvénients possibles d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation malveillante de la technologie. Et donc, effectivement, on voit arriver dans les attentes, mais aussi dans les lois, ce besoin de transparence, notamment, qui est très certainement le problème numéro 1 aujourd'hui perçu comme tel, puisqu'en plus ça devient une arme. Et donc, voilà, jusqu'à quel point je suis influencé par ces moyens de communication, mais je l'étais par les précédents, en fait. Donc, jusqu'à quel point ces médias sont en fait des organes de puissance ou de malveillance qui voudraient m'influencer, etc. Donc oui, et je pense qu'on va vers un Internet beaucoup plus transparent. Il est déjà, je pense, beaucoup plus aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 5 ans, justement, ou 10 ans, je crois. Je ne suis pas spécialiste, mais bon, on a par exemple, en France, en tout cas, le RGPD, on a, alors effectivement, probablement, on accepte sans trop les lire des conditions, mais enfin, quand même, elles nous protègent quand même un petit peu. Et je crois qu'on est en plein dans l'affaire TikTok en ce moment. Je crois qu'on est quand même un petit peu moins naïf et qu'on le sera de moins en moins, mais parce qu'on aura plus conscience de la conflictualité qui nous entoure, donc de la conflictualité digitale. Fabien, un peu la même question, c'est-à-dire que dans votre quotidien professionnel, qu'est-ce qu'on attend de vous? Est-ce qu'il y a un thème ou des sujets spécifiques qui sont ressortis ces derniers temps, que vous avez dû présenter, argumenter vis-à-vis d'un COMEX, à la Poste par exemple? Bonsoir, merci de m'inviter aussi. Alors, la prospective, donc moi je suis en charge de la veille, l'intelligence économique et de la prospective au sein de la direction de la stratégie du groupe La Poste. Il y a plusieurs personnes qui font de la prospective à La Poste. La Poste d'ailleurs, chacun a une histoire avec La Poste, chacun connaît La Poste. Mais La Poste c'est aussi une boîte tech, c'est-à-dire qu'on est la 3e ESN en France, on a un pôle data IA, on a une école de la data, donc la technologie et les usages technologiques sont pleinement embarqués dans notre transformation.
Et le monde se transforme, c'est indéniable. Les usages de technologie vont aller crescendo. On a vu une petite accélération, hein, c'est un euphémisme, l'année dernière autour du buzz autour de l'IA. Un buzz très orchestré par les Californiens qui avaient besoin de lever des fonds. Ça, c'est pas moi qui parle, hein, vous lisez un peu la presse, mais qui avaient besoin de lever les fonds, donc qui ont orchestré un buzz autour de l'importance de l'intelligence artificielle générative dans le monde à venir. Mais c'est indéniable qu'on va y aller. Et nous, on s'est posé la question au sein de très modestement, hein, au sein de la direction de la stratégie de la Poste, avec nos petits travaux de prospective très modestes. On s'est posé on a écrit une note d'inspiration prospective sur le thème le futur du bien-être au travail dans un monde saturé de technologie. Pourquoi ? Parce que ça touche tout le monde. C'est à la fois un sujet individuel, c'est un sujet collectif, c'est un sujet managérial, et c'est un sujet qui est ancré autour du futur de la tech dans notre travail, dans notre vie. Et donc ça, c'est le sujet, c'est pour répondre à votre question. Et une note d'inspiration prospective, c'est donc destiné aux COMEX, aux dirigeants, c'est 7 pages, pas plus, avec quelques annexes, mais ça vise à faire 3 choses. D'abord, à observer. Les prospectivistes, souvent, ils se nourrissent de travaux qui ont été faits ailleurs, mais qui ne sont pas forcément publiés. Et les universités, les universitaires, souvent font des recherches qui sont ignorées. Donc nous, on a essayé de tirer un peu un fil autour des grands centres de recherche qui ont étudié en 2015, en 2008, en 2015, en 2020 et en 2023 le lien entre la technologie et ce que pensaient les gens du futur, ou de leur quotidien et du futur. Et on a vu que de plus en plus, il y a eu en 2008, les gens étaient plutôt très largement positifs sur les futurs usages liés à la technologie. 2015, un peu moins. Et les gens, c'est des grands universitaires, c'est des chercheurs de Stanford, du MIT, de Central, de Polytechnique, de Cambridge, d'Oxford, etc., qui sont réunis dans des consortiums. Et puis, très récemment, là, en 2018 et 2023, cette vague a un peu baissé. Et c'est pour rejoindre un peu les propos de Gaël autour des risques issus de la tech. Donc ça, c'était pour la partie observation. Pour la partie observation, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ces derniers temps, on a vu, outre les buzz de la Silicon Valley et des Chinois autour de l'intelligence artificielle et des besoins de financement qui sont associés, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il pouvait y avoir des phénomènes qu'on n'avait pas vus avant. Par exemple, le gouvernement chinois a limité l'utilisation de TikTok pour les jeunes. Première chose. Deuxième chose, Bruno Le Maire, c'est des anecdotes, hein, mais en même temps, quand on en groupe des anecdotes, ça donne un peu le là. Bruno Le Maire, l'été dernier, en juillet, il a fait un message sur LinkedIn qui disait profitez bien du mois d'août, décrochez, ne regardez pas votre ordinateur, c'est le moment de décrocher. Ministre de l'économie et des finances qui nous dit ça. Bon, intéressant. Troisième chose, on observe de plus en plus dans les entreprises des codes de conduite liés à l'utilisation du SI, des systèmes d'information, c'est-à-dire pas de réunion utilisant la tech plus tard que telle heure, restriction des usages des chatbots à telle heure, etc. Et puis vous avez certainement aussi chacun, vous êtes peut-être parents, vous avez des enfants à qui vous interdisez aussi l'usage du portable, de certaines applications, parce qu'il peut y avoir des déviances. Donc, moi, mon propos, ça va être de dire, finalement, puisqu'on est autour du sujet de l'impact de la technologie pour les futurs, désirables ou pas, mon propos, ça va être de dire, et peut-être qu'on y reviendra, on est sur une ligne de crête, à savoir qu'il y a des usages et c'est un peu le résultat des travaux qu'on a menés et des observations qu'on a menées. Donc, une NIP, c'est observation, réflexion, inspiration. On parlera peut-être des inspirations tout à l'heure. Mais sur les réflexions, il y a souvent du pour, il y a un peu de contre aussi. Le pour, c'est que la technologie nous a ouvert des champs formidables de connexion sur la santé, sur l'éducation, d'accès au savoir, qui était, quand moi j'étais petit, c'était quelque chose dont j'aurais pu rêver. Aujourd'hui, on soigne des tumeurs au cerveau à distance avec des technologies qui n'étaient pas disponibles. Aujourd'hui, on peut prédire le vieillissement de quelqu'un grâce à simplement une certaine partie de son génome ou de son historique d'habitude de vie. Les côtés négatifs, c'est que, il peut y avoir un phénomène de désinformation, de bulle cognitive, de manipulation des masses, de risque cyber, Gaël en parlait, un phénomène aussi finalement c'est ce que Asma Mala explique dans son livre Technopolitique, je vous encourage à lire Asma Mala, dans son livre qui est déjà un best-seller, qui est sorti il y a quelques jours. Mais ce qu'elle dit en fait, c'est que les grands fournisseurs d'Internet, ce qu'on appelle communément les GAFAM ou même Twitter, sont aujourd'hui plus forts que des États et ont un agenda qui est quasiment politique. Je ne veux pas la paraphraser ou mal la paraphraser, mais lisez son livre parce que son raisonnement est très intéressant.
Et elle dit finalement, ces gens-là n'ont qu'un agenda, c'est plus un agenda business, c'est un agenda politique, avec le contrôle de l'information, le contrôle de la pensée et les orientations de choix de société. Donc la ligne de crête, elle est là, elle est finalement à savoir, parce que la technologie, c'est ce qu'on en fait. Adrien dit, son roman, c'est autour de la low-tech. Donc quel usage, quelle responsabilité politique, quelle responsabilité managériale aussi dans la façon d'utiliser la technologie dans son quotidien et au travail. Alors effectivement, vous avez cité ce qu'on a vécu là, ces 18 derniers mois autour de l'IA générative comme présenté effectivement comme le futur naturel vers lequel on va. On constate qu'effectivement, de toute façon, les entreprises y vont. Après, comment elles déclinent les usages, qu'est-ce qu'elles en font réellement. Typiquement, ça pose d'autres questions généralement quand on tire un peu le fil, on est loin d'être sur un futur très clair, naturel, sur tout ce que ça implique, et sans même parler des enjeux d'automatisation autour du travail dont il a déjà été abondamment question. Peu de temps avant, on avait eu, en 2022, le cas Metaverse, très différent, mais un cas pareil de mise en avant d'un futur imaginaire lié à la réalité virtuelle et des usages qu'ils vont en faire, et qui a au contraire assez vite retouché terre et pas du tout créé un enthousiasme particulier, à part dans certains secteurs, mais pas un effet de société assez fort. On est sur des cas, des cas différents quand même dans l'image que ça renvoie à chaque fois de l'avenir selon le typologie de technologie, selon comment on se sent concerné par l'impact sociétal que ça va avoir. Alors moi je suis convaincu que l'avenir n'est pas écrit. Le métaverse, c'est sûr, il y a 3 ans on en parlait beaucoup et tout le monde disait faut à tout prix se lancer là-dedans. On a tous chaussé un casque Oculus sur les yeux et fait un petit moment de réunion virtuelle avec le copain qui était à côté mais qu'on pensait être dans une autre salle. On a tous fait ça, on est un peu retombé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des cas concrets liés à l'intelligence artificielle générative. On voit souvent des exemples qui sont faramineux. Et puis, quand on utilise ChatGPT ou d'autres moteurs de recherche, ou d'autres aussi prometteurs soient-ils, et j'ai aucun doute qu'ils vont aller s'améliorer. Le ChatGPT-5 qui devrait sortir en juillet ou en juin est encore plus prometteur, 4 fois plus prometteur que le ChatGPT-4 actuel, mais j'ai aucun doute qu'on va progresser. C'est juste que, et c'est pas moi qui parle là, c'est les gens qu'on a interviewés pour la partie inspiration de notre note d'inspiration prospective, la fameuse NIP. J'ai eu la chance d'interviewer 4 des 9 sages de la commission intelligence artificielle générative qui avait été lancée par Elisabeth Borne et qui a remis son rapport au président Macron le 13 mars dernier. Et quasiment tous m'ont dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut être aggressively patient agressivement, c'est-à-dire qu'il faut se tenir prêt, mais il faut pas, et encore une fois, c'est pas moi qui parle, mais peut-être que vous l'avez vécu aussi, il ne faut pas croire que tout va être tout noir ou tout va être tout blanc. L'histoire s'écrit et c'est aussi à nous de décider comment on va l'écrire, à l'aune aussi des cas d'usage et de ce que la technologie peut promettre. Alors, vous l'avez cité aussi, il y a ce fait qui est assez clivant avec le numérique, c'est que finalement il y a une partie de la population qui écrit l'histoire avec le numérique, une autre partie qui s'en sent beaucoup plus exclue. On a même nous ici, on va dire un petit biais de sélection, plutôt d'acteurs qui naturellement sont quelque part technophiles, ne serait-ce que dans leur parcours professionnel ou de ce à quoi ils ont été amenés. La question de la confiance dans l'avenir numérique qu'on pose, elle est pas seulement, juste, on va dire, pour l'écosystème de la tech, elle est pour la société plus largement. Est-ce qu'aujourd'hui, une terminologie comme celle de la tech heureuse, ça a du sens et là, la question s'adresse à vous trois, messieurs. Ça vous semble être possible de le faire effectivement digérer à l'ensemble de la population française, si on se limite à la France, et à quelles conditions? Est-ce qu'il y a des conditions sine qua non pour que la technologie soit heureuse à vos yeux, pas seulement pour ceux qui en vivent et qui sont en train de faire du business avec? Adrien? Oui, je veux bien prendre la suite parce qu'en fait, effectivement, l'histoire n'est pas écrite. Mais il y a des personnes qui écrivent
l'histoire pour les autres et ceux qui la consomment. Et donc en fait, si c'est juste un petit groupe d'acteurs qui s'emparent des narratifs en fait autour de la technologie, on ne sait pas trop où ça va nous mener, parce que derrière, voilà, peut-être il va y avoir de l'adoption, peut-être pas. Enfin, ça peut créer de la tension, mais moi, ça m'a fait penser là, ce que j'entendais aussi peut-être qu'il y a une pénurie d'imagination. On ne prend pas le temps, parce qu'aussi on est contraint par nos modes de vie à tout le temps poser notre attention sur du divertissement ou sur des tâches ou des choses, peu importe. Mais moi, un auteur que je vous recommande fortement, il s'appelle Rob Hopkins. Il a pas mal observé justement le pouvoir de l'imagination quand en fait on donnait l'opportunité aux gens et le temps et l'opportunité et les moyens de se projeter dans des futurs différents, en fait, ils y vont. Et puis après, ils sont motivés pour le faire advenir. Donc en fait, parce que quand on dit porteur de sens, c'est porteur de sens pour qui? Et en fait, c'est difficile de forcer les gens à rentrer dans des cases. Alors on peut en utilisant la coercition ou la manipulation, le numérique. Et ça, c'est un des axes tranchants qui peut être utilisé pour faire pour faire d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas aujourd'hui on parle d'économie de l'attention, donc on est vraiment sur les entreprises se battent pour avoir du temps de cerveau des gens, pour leur mettre des désirs dans leur cerveau et leur faire acheter des produits. Mais en fait la question, c'est est-ce que on prend le temps de se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire, dans quel monde on a envie de vivre et comment on y va. Et en fait, vous avez mentionné le métaverse, et moi je trouve ça amusant en fait de voir que quand on propose des technologies complètement révolutionnaires, en fait, par défaut d'imagination, l'humain il refait la même chose. C'est-à-dire les gens, qu'est-ce qu'ils font dans le métaverse? Ils font de la spéculation, ils achètent des biens du coup, qui sont immobiliers virtuels ou des choses comme ça. Et en fait, ils reproduisent ce qu'ils font déjà en dehors du métaverse. Et ça se reproduit avec différentes technologies. C'est pareil par exemple, les bitcoins. C'est quand même assez amusant. Enfin, moi, ça m'amuse. C'est pas forcément amusant en soi. Mais de voir que c'est un projet qui, à la base, se revendique un peu anarchiste, on va se libérer des États, on va pouvoir créer, on va avoir notre propre monnaie, etc. Et en fait, c'est devenu un outil de spéculation aussi. Les gens achètent du Bitcoin parce qu'ils pensent que la valeur va monter, que ça va leur faire du profit, etc. Et ils sont complètement déconnectés peut-être de l'intention des quelques personnes qui ont lancé le truc. Et donc tout ça pour dire que pour moi, la technologie, elle n'est pas porteuse de sens en soi, mais c'est plutôt un outil qui peut être formidable. Il y a eu des exemples qui ont été mentionnés dans la médecine, ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans le transport, dans tout ce qu'on veut, mais pour moi, il y a un sujet politique. En fait, tant qu'on n'adresse pas le sujet politique, on va discuter, quoi, mais derrière, c'est un projet de société, quoi, qui est embarqué avec la technologie. Donc, soit on prend. Enfin, j'ai pas de solution. Moi, je sais que à ma petite échelle, je fais des ateliers d'imagination, et c'est un peu ce que vous faites aussi, j'imagine, dans vos cadres, de vos démarches prospectives, de faire en sorte, ok, voilà, des expériences de ce que ça pourrait donner le futur, testons-les, et puis apprenons de ces expériences futuristes, ou si je peux les appeler comme ça, mais voilà, c'était un peu ce qui. Donc. Bien sûr, c'est intéressant, effectivement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque d'imagination pour se projeter sur de la tech heureuse aujourd'hui, et qui fait céder plutôt à se concentrer uniquement sur les mauvaises nouvelles, entre guillemets? Comment vous voyez ça?
Moi, je ne sais pas si c'est un manque d'imagination, mais c'est peut-être la contraposée d'un excès d'euphorie au départ. Vous savez, c'est un peu comme quand on va voir un film, que tout le monde vous dit c'est génial. En fait, il est très bien, mais bon, vous attendiez un film génial, il est juste très bien, donc du coup, vous êtes déçu. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et que la technologie digitale, intelligence artificielle, embarque énormément de progrès, mais elle n'a rien de magique. Et elle ne va pas résoudre tous les vices du monde. Les méchants resteront méchants. C'est pas. Alors la question, par exemple, on sait, l'histoire nous enseigne qu'on n'a pas besoin d'Internet pour avoir des dictatures, hein, ni des massacres. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on aura plus de dictatures et de massacres à cause d'Internet? Est-ce que ça va. Le problème de la dictature, c'est pas tellement l'outil, c'est le dictateur. Donc est-ce que Internet fait des dictateurs? Pas sûr. Moi, je suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, en tout cas, ils en ont peur. La seule chose qu'on peut observer, c'est que les dictatures ont peur d'Internet. Elles le contrôlent, elles l'interdisent. Bon, donc ça semblerait plutôt indiquer que c'est un outil de liberté. Mais évidemment, dans toute liberté, c'est le problème du libéralisme incontrôlé. C'est pour ça qu'on va vers un libéralisme plus contrôlé en matière digitale. Toute liberté, c'est aussi la liberté du plus fort de s'imposer face au plus faible, etc. Et donc, il y a des dérives. Mais on arrive dans plein de domaines à contrôler ces dérives pour que globalement, il y ait quand même plus de positifs, sans être naïf par rapport au risque qu'il y a. Donc, par rapport aux deux problèmes principaux, je pense, de ce siècle, qui sont effectivement la possible fin de la pause de conflictualité, qui est peut-être d'ailleurs celle qui, dans une perspective historique, était anormale, les années 90 à 2020, et donc le retour manifeste de la conflictualité, le retour possible de restrictions de liberté dans des endroits où elle semblait acquise. Et puis, je dirais, et même probablement d'abord, parce que c'est aussi une des causes du précédent, l'enjeu du développement durable. Et une fois de plus, l'enjeu du développement durable, il est d'une telle complexité au sens mathématique du terme, c'est-à-dire au sens où vous avez des variables qui bougent, qui interagissent, et des effets rebonds, des choses extrêmement complexes donc à comprendre. Et ben, je pense qu'elles sont au-delà de ce que peut gérer un cerveau humain et que les machines vont venir nous aider dès l'instant qu'on sait les contrôler. Et puis il y a un troisième facteur qui est quand même le facteur productivité. Nous, on pense on espère. Alors, j'entends moi aussi qu'il y a un petit peu de aggressively patient, vous disiez, il y a un peu peut-être de déception, c'est peut-être trop emballé sur les gains de productivité qui seraient permis par ces technologies, mais c'est sans doute quand même un espoir de nouvelles vagues de gains de productivité. Alors, les gains de productivité ont aussi leur phase négative, parce qu'on peut considérer, pour être un peu schématique, que l'intelligence artificielle et digitale, c'est pour les cols blancs, donc les gens un peu comme nous, ce qu'a été le robot pour les cols bleus, ou la taylorisation pour les cols bleus. Et donc, ça va probablement faire moins d'emplois. Mais attention, le robot, la technologie dans les usines, avant de faire moins d'emplois, elle a fait moins d'esclaves. Elle a lisé Zola. C'était quand même pas... Ok, les gens étaient employés, mais enfin, c'était quand même pas... donc, elle a inventé le week-end. Elle a inventé le loisir. Donc, peut-être qu'on va vers la fameuse semaine de 4 jours, etc. Mais en tout cas, s'il y a un gain de productivité, après, la question, c'est une opportunité de progrès. Après, la question, c'est comment il est réparti. Il peut être capturé par les plus riches. Bon, ça, c'est pas le meilleur scénario. Ou il peut être un peu distribué sous forme de revenus ou de temps. Et ça, je pense que c'est probablement une voie d'espoir. C'est pas sûr que ça se passe, hein, mais ça offre cette possibilité-là. Sans doute pour toutes les fonctions un petit peu tertiaires. Bon, il y en a déjà. Hein. Alors, on dit qu'elles sont disruptées. C'est vrai qu'elles commencent par être disruptées. Les traducteurs, par exemple, voilà, il y a déjà des plans sociaux de traducteurs, effectivement. OK. Mais probablement... Au bout, donc il faut savoir les traiter, il y a des lois sociales, etc. pour ça. Mais à l'arrivée, il y aura
sans doute, du moins je l'espère, et je le crois quand même aussi, un progrès général de productivité qui bénéficiera à l'ensemble. Voilà. Mais quelques métiers n'existeront plus, probablement. Fabien, je vous laisse rebondir et je rappelle ma question initiale qui était aussi sur est-ce qu'on peut utiliser le concept de tech heureuse de façon plus large vis-à-vis du reste de la population que ceux qui sont déjà convaincus, on va dire, quelque part. Parce que ça m'intéresse aussi de vous entendre sur le point, au-delà de ce qui a été développé aussi par Gaël. Alors, relisons Zola et lisons plus près de nous Ken Follett, qui a son dernier opus est autour de la révolution industrielle en Angleterre et des métiers du textile. Les prospectivistes ne sont pas des futurologues qui lisent dans une boule de cristal, mais aussi, ce qui est intéressant pour nous, c'est de s'inspirer dans des imaginaires, oui, c'est sûr, et aussi dans l'histoire, les phénomènes historiques. On est au début d'une révolution sociétale, induite par la technologie. Tech heureuse ou pas tech heureuse, il ne faut pas être naïf, il y aura des changements, il va y avoir des métiers qui vont disparaître, il y aura aussi beaucoup de métiers qui vont se créer, et puis il y aura des métiers qui seront augmentés. C'est-à-dire qu'on va libérer du temps de beaucoup de gens, et la technologie promet de libérer du temps de beaucoup de gens pour faire autre chose, pour se concentrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée que l'humain aujourd'hui est le seul à maîtriser. Je dis aujourd'hui parce que quand le robot le fera, moi je pense que je ne serai plus là, mais ça nous laisse un peu de temps quand même. Aggressively patient, mais en même temps, il faut se préparer et il y a un agenda politique, un agenda d'entreprise. C'est pour ça que nos politiques s'emparent du sujet en régulant notamment. Hein. Vous avez vu DSA, DMA, le gros travail qu'a mené Thierry Breton auprès de l'Europe avec le Digital Market Act et le Digital Service Act pour réguler en tout cas la transparence des algorithmes des GAFA en Europe. Le recalibrage des métiers ou des compétences qui seront nécessaires à demain, comme dans la révolution que tu citais ou la révolution que Ken Follett cite, mais plus près de nous aussi, hein, quand il y a des gens qui ont à peu près mon âge dans la pièce, mais quand le traitement de texte est apparu, nos parents ou nos grands-parents travaillaient avec des secrétaires qui tapaient Aujourd'hui, le métier de secrétaire, des gens qui tapent des courriers, ça n'existe plus. Même je connais des patrons ou des DG qui n'ont même pas d'assistante, qui gèrent eux-mêmes leur agenda, y compris pour trouver des salles eux-mêmes. Donc il y a des métiers qui ont disparu, il y en a d'autres qui sont apparus. Donc j'insiste sur le fait qu'il serait important de réimaginer les systèmes, réimaginer ou adapter ces technologies. Il faut que ces technologies en fait, qui sont pensées souvent par des techs, par des gens, des techniciens, il faut qu'elles trouvent des cas pratiques, des cas d'usage dans le quotidien. Donc il ne faut pas penser leur implémentation sans les gens, sans les utilisateurs. C'est pour ça qu'il y aura des adaptations aussi. Hein. On a vu que le métaverse, c'est devenu un petit flop ponctuel, mais ça remontera plus tard parce que certainement l'usage avait été mal pensé. La régulation, je vous en ai parlé. Et puis, la recalibration des attentes. Demain, tout ne sera pas rose, tout ne sera pas noir. Encore une fois, j'insiste sur le fait que parler de tech heureuse, même si une de mes collègues, Fatih Toko, a écrit un bouquin qui est sorti le mois dernier, qui s'appelle « Et si la tech pouvait sauver le monde ?» Je vous invite aussi à lire parce que c'est un récit assez impressionnant et assez optimiste pour moi, mais optimistement réaliste. La tech, c'est beaucoup de progrès, beaucoup de progrès, et quelques garde-fous à mettre. Voilà. Les deux vrais sujets pour moi, c'est parce que si on parle de tech heureuse, on parle aussi de risque de tech malheureuse. Les deux vrais sujets pour moi, c'est les enfermements cognitifs dans l'accès à l'information, donc la manipulation de masse ou le risque cyber, premièrement, et deuxièmement, le fait qu'il pourrait y avoir toute une partie de la population qui soit exclue à terme de l'utilisation de la technologie parce qu'elle n'a pas les compétences ou elle n'a pas été formée. Sur le deuxième point, je suis un peu plus optimiste que sur le premier. Le risque d'enfermement cognitif ou de manipulation de masse ou de cyberattaque, ça existe, ça a été documenté. Le ministère de la Défense, les services secrets ont documenté l'action de services étrangers dans des élections de certaines zones géographiques. Je n'irai pas plus loin. Vous pouvez lire ça si vous y avez accès. Je suis un peu moins optimiste, je suis un peu moins pessimiste donc sur le deuxième sujet qui est finalement la population qui est laissée sur le côté parce que les jeunes, vous donnez un iPhone à un enfant, rien qu'à un enfant, hein, vous regardez en 2 secondes, il sait comment s'en servir, sans notice. Et puis vous avez peut-être des ados aussi qui travaillent, qui utilisent l'ordinateur différemment que nous.
Donc là, pour moi, c'est un peu moins un sujet. Alors, il y a beaucoup d'autres questions que ça peut amener, effectivement, plutôt dans les postures ou les pratiques à mettre en œuvre, notamment dans les entreprises, pour jouer ce rôle-là, hein, éviter de tomber dans la béatitude ou les aspects vraiment, on va dire, de washing, hein. Parfois, souvent, il a été beaucoup question de greenwashing sur la façon dont on parlait de la technologie, mais en fait, on peut parler plus généralement de purpose washing selon ce que on veut aborder. Et c'est une tentation assez naturelle, finalement, aussi des organisations d'essayer d'aborder les points positifs et de les mettre suffisamment en avant. Peut-être que vous voudrez revenir là-dessus. Mais sur les dernières minutes qui nous restent, j'aimerais aussi pouvoir rebondir sur plutôt effectivement les points qui vous donnent de l'espoir pour le coup, ou les exemples concrets qui vous semblent particulièrement prometteurs ou fertiles pour générer de la confiance finalement. Gaël a décrit un peu cet effet de déception qu'il y a pu avoir ou de cette fait un imaginaire au départ dans les années 2000 et que le soufflet retombe. Est-ce qu'il y a pour vous des axes, des exemples qui sont de nature à finalement recréer un effet d'entrain plutôt généralisé autour du numérique? Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est l'absence de naïveté. Enfin, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas être naïf, mais je crois que la société n'est pas naïve, ni le politique aujourd'hui, sur ce sujet de l'usage de la tech et du futur de la technologie. J'ai juste un peu peur sur le fait que les gens qui finalement orientent les destins de la technologie dans la société soient toujours un peu plus rapides et toujours un ou deux pas d'avance sur le politique ou sur le management ou sur l'individu pour réguler les usages. Mais encore une fois, tech heureuse dans l'absolu, non, moi je suis super excité, comme on dit en anglais, de vivre le moment qu'on vit, parce que vivre une telle révolution, pour moi c'est beaucoup plus passionnant de vivre maintenant que de vivre dans les années 60, où la révolution c'était post-guerre, baby boom, la révolution elle était plutôt économique. Il y a une révolution qui a été très difficile, c'est la révolution industrielle, avec le passage de l'agraire à l'industriel, et après les exodes dans les villes. Mais la révolution qu'on vit finalement, qui est un peu sans limite de frontières, sans limite de temps, sans limite de perception, elle est très intéressante à vivre. Gaël ? Oui, donc moi aussi, plutôt, vous l'avez compris, plutôt optimiste. Et surtout, je pense que c'est un problème d'ordre 2 par rapport au problème d'ordre 1, qui est l'invention au développement durable. Donc nous avons un énorme problème. Et notre énorme problème, ce n'est pas Internet. Notre énorme problème, c'est que nous sommes habitués aux bénéfices matériels et sociétaux et sociaux d'un mode de production, appelons-le le capitalisme libéral, qui a fait faire un saut à notre espèce qu'elle a rarement fait, ou même jamais. Sauf que maintenant, on sait que malheureusement, on a fait ça collectivement en surconsommant une ressource qu'on va appeler la Terre. Et donc maintenant, il faut inventer le contre-modèle ou adapter ce modèle pour le remettre dans les limites planétaires, parce que heureusement, on ne sait pas très bien la taille du stock, mais tous les ans, on mange un stock. En France, vous savez, si on prend le Overshoot Day, c'est au mois de mars, l'Humanité doit être au mois d'août, le Qatar ou le Luxembourg doit être le 3 janvier, la Somalie le 20 décembre, et nous, c'est à peu près le mois de mai. Donc à partir là, on va dire la semaine prochaine, on est à crédit. Alors, on vit à crédit sur un stock dont on ne mesure pas trop la taille. C'est ça le problème. Et pour résoudre ce problème, qui est un immense problème, pour résoudre ce problème, la technologie, malgré toutes ces choses sur lesquelles il faut être beaucoup moins naïf, et effectivement, je suis d'accord avec Fabien, on l'est de moins en moins, eh bien, elle va nous aider parce que c'est beaucoup un problème d'information. Et notamment d'information sur les conséquences de nos actes. Par exemple, il y a des chercheurs qui disent qu'environ 70% de nos comportements non écologiques sont faits par erreur.
Voilà. On croit faire quelque chose de bien et en fait, soit on ne sait pas, soit c'est même pire, on fait du contre-productif. C'est-à-dire, on va recycler nos bouteilles en verre parce qu'on veut limiter le réchauffement. Ah, bah non, ça fait plus de réchauffement, figurez-vous. Mais par contre, ça fait moins de pénurie de sable. On est dans ces complexités telles d'éléments, parce que les limites planétaires, il y en a beaucoup. Et une fois de plus, à mon avis, il n'y a que les machines qui arriveront à nous dire, ah, là, aujourd'hui, il faut plutôt aller faire les courses avec ta voiture électrique et éteindre ton congélateur. Par contre, toi qui habites à un autre endroit, etc., toi, c'est l'inverse. Toi, il faudrait plutôt investir dans un congélateur et faire moins souvent les courses, etc. Aujourd'hui, on ne le sait pas, ça. Et qu'est-ce qui pourra nous le dire? Une app d'analyse du cycle de vie en temps réel qui nous dira, qui nous conseillera, etc. Exemple concret de à quel point on a besoin d'informations et à quel point on est aujourd'hui prisonnier finalement d'un système où la seule information qui régule l'économie, c'est le prix. Et donc, on ne paye pas assez cher la nature, on apprend à la payer de plus en plus cher et tout, mais malgré tout, c'est tellement complexe que probablement il faudra d'autres informations complémentaires de type intelligence artificielle, enfin telles que l'intelligence artificielle pourrait le donner. Donc, une fois de plus, le problème principal du siècle, bien sûr c'est mon point de vue que j'exprime, c'est plutôt le développement durable et la tech est plutôt dans la solution. Alors, ce qui m'inquiète par contre dans la tech, moi c'est pas tant le problème des inégalités, parce que bien sûr, elle embarque des inégalités, mais il me semble qu'elle en embarque nettement moins que l'analphabétisme, par exemple. Et qu'il y aura beaucoup moins d'analphabétisme. Elle fait beaucoup moins d'inégalités que le problème des langues étrangères. Or, elle va probablement faire du monde une espèce de tour de Babel où voilà. Et donc, enfin non, justement, le contraire de la tour de Babel, où tout le monde se comprend. Et donc, bien sûr, elle ne résoudra pas tout parce que ce n'est pas une baguette magique, mais n'oublions pas quand même le point de départ. Et c'est toujours un progrès. Nous, on a souvent, chez Michelin, un peu ce type de débat sur la mobilité. Vous savez, une voiture, ça pollue, ça tue, ça prend de la place, mais ok, ça, ce sont les inconvénients. Mais une voiture, ça donne accès à la liberté, ça donne accès aux marchandises. Allez parler d'une voiture à toutes les femmes africaines, et elles sont des centaines de milliers qui font 5 à 10 km par jour pour l'eau de la famille tous les jours, parce qu'elles n'ont pas de voiture. Bon, ben voilà, c'est un peu le même parallèle avec Internet. Donc il y a des inconvénients, on en a beaucoup parlé, il faut les maîtriser. Donc tech heureuse, je ne sais pas, mais plutôt du côté de l'aide à être plus heureux en inventant un modèle qui rentre dans les limites planétaires, parce que sinon l'alternative, c'est la décroissance. L'alternative, c'est moins. Et moins, pour nous, privilégiés de la planète, pourquoi pas? Mais pour l'immense majorité de la planète, c'est impossible. Adrien, qu'est-ce qui vous donne espoir? Et s'il y avait un nouveau roman d'anticipation, est-ce qu'il pourrait être sur un futur tech cette fois-ci? Alors du coup, pour le roman d'anticipation, je ne sais pas. Faudra voir, parce que ça vient aussi d'un élan un peu plus profond. C'est pas quelque chose qui décide comme ça, juste une soirée. Mais moi, ce qui me donnerait de l'espoir, enfin, je pense qu'il y a je vois deux leviers d'action, un collectif, un plus individuel. C'est que collectivement, et donc là, bon, ça dépend aussi des pouvoirs en place et notre capacité à déclencher ce genre d'action, mais moi, je trouve que ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu d'autres conventions citoyennes, sont des modèles de consultation qui sont super intéressants pour, par exemple, placer les garde-fous dont parlait Fabien sur les technologies et peut-être essayer de dessiner les contours de ce qui nous paraît essentiel. Vous avez peut-être entendu parler d'un philosophe là, qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais il en fait parler de lui pendant le Covid, il s'appelle Bruno Latour,
Et Bruno Latour, pendant le Covid, il avait proposé un petit exercice justement pour que chacun fasse de la conscientisation de OK, par rapport à ce que je peux plus faire aujourd'hui dans la situation confinée, etc. Qu'est-ce qui me manque, et en fait qu'est-ce qui me manque pas, qu'est-ce que j'aurais pas envie de remettre une fois que le confinement sera levé. Je donne l'exemple tout bête de 2 heures de transport par jour pour certaines personnes. Elles étaient contentes de ne plus les faire. Donc je pense que moi, voilà, ce qui me donne espoir, ça serait de la conscientisation. L'axe collectif, ce serait plutôt, est-ce qu'il y a des instances comme des conventions citoyennes qui pourraient à l'échelle nationale impulser des choses sur comment on régule le numérique, comment c'est pas que de la régulation aussi, c'est sur quoi on investit. Et peut-être dans les entreprises, des consultations, s'il y a des entreprises qui font des consultations aussi sur comment est-ce que vous voudriez déployer. Je sais que ça avait été fait par exemple avec des pratiques de design fiction sur le déploiement, la généralisation du télétravail ou des choses comme ça. Ça implique pas mal de changements dans la vie des gens. Et donc, il fallait designer le poste de travail idéal, il fallait réfléchir tout un tas d'interactions. Donc, il y a des démarches collectives comme ça, de co-imagination, de co-design, qui peuvent être intéressantes, je pense, pour que la tech soit plus joyeuse, puisque co-construite, peut-être plus co-construite. Et après, le deuxième levier, c'est à titre individuel. Je pense qu'on a chacun le pouvoir de mettre de la conscience sur l'usage qu'on a des technologies. Moi, je vais vous raconter une anecdote toute bête qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Mon téléphone a une pièce qui a fait défaut, l'écran m'a lâché, donc j'avais plus de téléphone. Et j'ai pas de téléphone, j'ai pas de deuxième téléphone. J'ai fait ce choix de ne pas avoir de deuxième téléphone pour avoir que ces ressources-là. Et en fait, j'ai été privé de smartphone pendant 5 à 7 jours parce que mon réparateur n'était pas le plus rapide. À la fois, ça a été un enfer sur certains aspects, et en même temps, ça me permet de conscientiser à quel point il y a des choses que j'ai intégrées dans mon quotidien qui sont importantes et que j'ai envie de plus chérir, ou en tout cas de mettre plus de conscience sur mon usage. Et donc c'est un exemple très trivial, hein, mais tout ça pour dire qu'on a de la technologie qui est pas encore forcément greffée dans notre corps, mais presque, on l'a toujours dans notre poche. Mais voilà, il n'y a pas forcément cette conscience de à quel point elle nous rend dépendants et elle nous incapacite aussi. Mais voilà, donc des choses bêtes comme ça de se mettre plus en conscience. Il y a même installés sur le téléphone, il y a des stats sur combien de temps on passe sur quelle appli. Et le fait d'être privé de téléphone, c'est aussi avoir une autre forme de liberté sur ce temps-là qui est appréciable. Et après, j'apprécie quand j'ai mon téléphone. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que c'est très trivial. Mais je pense que ça permet de remettre un peu de perspective sur les choses, parce que je ne sais plus combien de centaines, si c'est des centaines de fois qu'on le sort par jour, les stats, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Co-construction et conscientisation, du coup. Ce sera les mots de la fin pour cette émission. Merci, messieurs. On peut les applaudir. Merci pour vos explications. On va avoir l'occasion donc d'échanger tous ensemble au moment du cocktail. Si vous avez déjà une question à poser en public, j'ai un micro secondaire que je peux venir apporter si ça intéresse quelqu'un. Je sais que voilà, le champagne me met la pression, mais il y a pas. Mais je t'apporte le micro et tu peux la poser. Tu seras coupé au montage si c'est vraiment trop trash. Bonsoir, je suis Guillaume Buffet. J'avais une question pour Gaël. Et tout à l'heure, vous avez mentionné le fait de la manipulation de masse. Et je vais passer de manipulation de masse à auto-manipulation. Et ma question très trash, c'est l'auto-manipulation de masse a décrété depuis quelques années
que la plus méchante des entreprises du monde, c'était Total Energy. Et Michelin passe entre les gouttes, alors que vous êtes un gros cochon de pollueur qui foutait des bouts de pneus partout, qui utilise du carbone du matin au soir. Donc la question prospectiviste, c'est comment est-ce que vous expliquez à travers votre métier de prospectiviste que vous passiez encore entre les gouttes? Et est-ce que vous pensez que demain, vous allez continuer à le faire? Et est-ce que vous pensez que demain, on va régler le problème de la manipulation de masse? Ou est-ce que c'est les entreprises qui vont changer à cause de la manipulation par les masses? Ça fait beaucoup de questions. Non, alors, il me semble que la différence importante, elle tient sur l'alternative, en fait. Elle tient sur il me semble que Total est critiqué, je dirais pas injustement, mais peut-être injustement par rapport à plus que d'autres. Je ne suis pas sûr que Shell, Esso et BP soient franchement... mais bon, bref. Mais parce qu'ils sont dans les énergies fossiles, alors qu'il existe des énergies alternatives renouvelables. L'industrie, le pneu a cette chance, on va dire, d'être l'accessoire de la roue, et que pour l'instant, pour se déplacer, on n'a pas trouvé mieux, tout simplement parce que la roue utilise une énergie gratuite. Elle est même plus que renouvelable, elle est infinie et gratuite, c'est la gravité. Donc en fait, c'est ça l'invention géniale de la roue. Donc celui qui a inventé la roue, on ne saura jamais qui c'est, mais lui de la tech heureuse, c'est sûr. Et une roue, ça marche mieux avec un pneu que sans pneu. Et donc si on devait déplacer les mêmes quantités de marchandises et d'humains avec des roues en bois, le réchauffement serait bien pire. Bon, donc ça ne veut pas dire que le produit pneu n'a pas d'inconvénients écologiques, et on essaie de les traiter. Bien sûr, comme la plupart des grandes entreprises, on se fixe un cap d'être neutre en carbone, mais en 2050, donc on pourrait dire seulement en 2050, c'est un fait, parce que c'est difficile d'être neutre en carbone, parce que le pneu, c'est un produit cuit, donc on est énergivore. Et on s'est fixé pour objectif de le faire uniquement avec des produits recyclés ou recyclables. Voilà. Néanmoins, quand un pneu s'use sur la route, là aussi, c'est qu'il y a des microparticules qui restent sur la route, dont on n'est pas très sûr des effets, etc. Il vaut mieux avoir d'ailleurs des microparticules soumises au règlement européen qui interdit un certain nombre de produits chimiques que des microparticules de produits, par exemple chinois, qui ne les interdisent pas. Mais effectivement, et la question va toujours être l'alternative. Dans le cas de la roue, il est quand même très difficile d'imaginer une alternative écologiquement meilleure, ce qui ne signifie pas que notre solution n'ait pas des problèmes et ne pose pas de problèmes écologiques, et on s'efforce de les traiter. Je crois que ce qui est reproché à Total Energy, c'est de donner la priorité ou donner trop d'importance à l'énergie fossile par opposition aux énergies renouvelables. Mais je pense qu'ils s'en défendraient aussi avec beaucoup d'énergie, sans mauvais jeu de mots. Donc vous croyez à l'intelligence collective des gens qui évaluent les entreprises? Mais typiquement, alors je crois à l'intelligence collective. On essaie de ne pas être naïf, et justement, il y a toujours toute médaille à son revers. Mais pour revenir sur le sujet, la tech devrait permettre d'être totalement jamais, mais beaucoup plus informé. Et d'ailleurs, nous, Européens, on va bientôt voter, on n'est pas assez fiers d'être dans le continent qui essaie de faire ça. Qui est un peu seul pour essayer de le faire, mais qui essaie de le faire. Aujourd'hui, effectivement, vous avez la comptabilité sur l'axe purement profit, monétaire, etc., est très précise. La comptabilité environnementale l'est beaucoup moins. Mais ce continent est en train de s'équiper d'outils fondamentaux, comme notamment la taxonomie. Alors pareil, la taxonomie, on a beaucoup raillé son caractère bureaucratique, mais enfin maintenant on a un dictionnaire quand même. On peut dire ça c'est vert, ça c'est pas vert. Alors,
c'est débattable, mais c'est quand même un progrès. Et donc on aura probablement, en tout cas c'est ce que voudrait faire l'Europe, mais elle est un peu seule, donc elle ne peut pas faire une arme qui se retourne contre elle, d'avoir beaucoup plus de transparence sur l'empreinte écologique réelle. Et l'empreinte écologique réelle, c'est tellement compliqué, il y a tellement de limites planétaires qui interagissent, qui ont des effets souvent antinomiques les uns avec les autres, que seule une machine peut dire oui, ça, c'est mieux que telle autre chose. Donc ça retourne sur la technologie. On a une autre question. Oui, Thierry Tabois. Enfin, c'est pas une question, en fait, c'est un petit peu 4 points de remarques par rapport à tout ce que vous avez pu dire. Le premier, c'est on parle de technologie heureuse. Moi, je pense que la question, c'est plutôt faire, voire refaire société, avec les questions environnementales et les questions numériques, qui sont les deux grands pans de rupture aujourd'hui. On est sur du cognitif avec le numérique, et donc usage n'est pas maîtrise. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec Bernard Stiegler et Dominique Cardon, et on disait, s'il faut apprendre à coder, il faut surtout savoir décoder, c'est ce que vous disiez, la conscientisation, qui est un élément important, parce que derrière, sinon on est en risque. Le vrai risque pour moi, c'est la délégation cognitive. Et s'il y a délégation cognitive, on a une perte d'esprit critique. Et là, j'en viens à l'IA, et en particulier l'IA générative, qui est en train de perforer partout. Et il y a quand même 4, ça va super vite, hein, et il y a quand même 4 piliers qui sont 1, s'acculturer, 2, se former, prompt engineering, learning by doing, et ensuite s'entraider, parce que ça va super vite. Et donc ça, c'est des vraies clés dans les entreprises pour qu'on gagne en productivité. Et je finis par le 4e point, c'est qu'il serait temps qu'on sorte des gestionnaires et que les politiques reprennent vraiment pied pour que la politique, au sens noble, redevienne prégnante dans notre société, parce qu'elle a un petit peu disparu. On a un peu laissé la faire à des Musk et autres qui sont des idéologues et aujourd'hui sont plus puissants que des États. Donc il est important, et ça va au-delà de la régulation, en fait. C'est effectivement les questions d'investissement, c'est les questions de choix de société. Et donc voilà, je voulais juste intervenir là-dessus. Bien. Merci à tous, merci pour les remarques et les questions, et on va pouvoir poursuivre les échanges autour d'un verre pour ceux d'entre vous qui sont avec nous pour cette soirée. Merci encore.